Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, vraiment. Comment on protège notre identité numérique, notre moi, en ligne? Bonjour, oui, un sujet essentiel à l'heure actuelle. On a reçu pas mal de documents très intéressants. Ça va des sites gouvernementaux, Canada, Québec, à des portails spécialisés comme cybermalveillance.gouv.fr. Mhm. On a aussi des sources universitaires, l'UQAM par exemple, des blogs techno comme françoischaron.com et même des avis juridiques de cabinets comme Alpin Gauthier, Fasken, Oui, un panorama assez complet. sans oublier la loi québécoise P39.1 et une étude de cas sur Desjardins. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de démêler tout ça, comprendre les menaces et surtout savoir comment réagir. C'est ça. Fini le temps, comme le dit une source canadienne, où il fallait fouiller les poubelles, hein. Aujourd'hui, l'information, elle est en ligne, accessible. Et cette fameuse identité numérique, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble de nos traces, de nos informations personnelles sur le net. Ça commence tout simple. Une adresse mail, un pseudo. Oui. Mais ça va très vite vers des choses beaucoup plus sensibles. Le numéro d'assurance sociale, les mots de passe, les données bancaires. Chaque connexion, chaque inscription à une infolettre, ça construit cette identité. Et donc, la protéger, c'est devenu vital. Absolument. C'est plus une option, c'est une nécessité. Alors justement, les risques. Par où ça commence? On entend beaucoup parler d'hameçonnage, le phishing, les sources en parlent toutes, c'est toujours d'actualité. Ah oui, plus que jamais. Mais attention, ça a évolué. Les tentatives un peu grossières, avec plein de fautes, existent encore, bien sûr. Oui, celle qu'on repère assez vite normalement. Voilà. Mais la vraie menace, elle est plus subtile. Le gouvernement du Canada et l'UQAM insistent beaucoup sur le harponnage, le spear phishing. Le harponnage, c'est quoi la différence? Bah, le phishing classique, c'est un peu comme jeter un grand filet en espérant attraper quelques poissons. Le harponnage, c'est ciblé. L'attaquant a déjà des informations sur vous. Ah oui, comment ça? Il a pu les trouver sur les réseaux sociaux ou via une autre fuite de données, par exemple. Il connaît vos intérêts, peut-être votre employeur, vos contacts, et il va utiliser ça pour fabriquer un message qui a l'air parfaitement légitime, juste pour vous. Vous avez un exemple? Oui, Lucas m'en donne un très bon. Imaginez, vous avez des billets de saison pour une équipe de hockey. Le fraudeur le sait, il vous envoie un courriel qui semble venir de la billetterie officielle, Oh là là. pour vous demander de confirmer vos informations de carte de crédit pour un prétendu problème. Comme ça semble pertinent, le piège se referme plus facilement. Ça fait froid dans le dos. Et ces infos initiales, comment ils les trouvent? Alors, les portes d'entrée sont multiples. Une source classique, c'est les réseaux Wi-Fi publics, les aéroports, les cafés. Ah oui, on se connecte souvent sans réfléchir. Exactement. Et le gouvernement du Canada le dit clairement. Évitez d'accéder à sa banque ou d'envoyer des infos sensibles sur ces réseaux. Ils ne sont pas sécurisés. Les données peuvent être interceptées. Et si on n'a pas le choix, Le Wi-Fi à la maison, il faut s'en méfier. disons qu'il faut le sécuriser. Beaucoup de gens oublient de changer le nom du réseau et le mot de passe qui viennent par défaut avec la box. Ah oui, le fameux admin password. Voilà. C'est une porte ouverte. Donc, changer ça, c'est la base. Ensuite, il y a les logiciels malveillants, les malwares. Les virus, etc. C'est ça. Un bon antivirus, un pare-feu, c'est indispensable. Et surtout, les maintenir à jour. Les mises à jour du système d'exploitation, du navigateur, de l'antivirus lui-même, elles corrigent les failles de sécurité. C'est crucial. Donc ignorer une mise à jour, c'est un peu comme laisser une fenêtre ouverte chez soi. C'est une excellente image, oui. C'est laisser une faille connue et exploitable par les pirates. On a parlé technique là, mais nos comportements, sur les réseaux sociaux par exemple, ça joue aussi, j'imagine. Oh oui, énormément. Lucam détaille ça très bien. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations. On partage parfois, sans trop y penser, notre date de naissance complète. Bah oui, pour l'anniversaire. Voilà, notre ville, notre job, le nom de jeune fille de notre mère, qui est souvent une question de sécurité. Toutes ces petites infos mises bout à bout, même si elles viennent de plateformes différentes comme Facebook, LinkedIn. Elles permettent de dresser un profil. Exactement, un profil très détaillé pour quelqu'un de mal intentionné. Et il n'y a pas que ça. Les petits quiz amusants type quel personnage de série êtes-vous? Ah oui, ça traînait partout ça. Précisément, beaucoup sont juste des prétextes pour collecter des données. Méfiance aussi avec la géolocalisation systématique des photos. Poster sa photo de vacances en direct de la plage? Ça me dit aussi que la maison est vide. Oui, j'avais déjà entendu ça. C'est le risque physique. Mais il y a aussi le risque numérique, la prise de contrôle du compte. Imaginez qu'on pirate votre compte LinkedIn pour diffuser de fausses informations.
Ça peut être dévastateur pour une réputation. Alors, que faire concrètement sur les réseaux? Revoir les paramètres de confidentialité, limiter la visibilité des publications aux amis et aux contacts de confiance, et être très prudent avec les demandes d'ajout d'amis qui sortent de nulle part. D'accord. Bon, on a vu les risques. Maintenant, comment on se protège? Les stratégies. J'imagine que les mots de passe, c'est le point de départ. C'est la première ligne de défense, oui. Et là, un conseil martelé par les gouvernements canadiens et québécois, un mot de passe différent pour chaque compte. J'insiste, chaque compte. Pourquoi c'est si important? Parce que les fuites de données, ça arrive tout le temps, même sur des gros sites. Si vous utilisez le même mot de passe partout et qu'il fuite d'un seul site, Tous vos autres comptes deviennent vulnérables. logique, exactement. Donc l'unicité, c'est aussi crucial que la complexité. Et pour la complexité, alors, les recommandations habituelles, long, chiffres, symboles. Oui, c'est ça. Au moins 12 caractères, idéalement plus. Mélangez majuscules, minuscules, chiffres et symboles spéciaux. Évitez absolument tout ce qui est facile à deviner. Nom, date, mots du dictionnaire, suite logique comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY. Le gouvernement du Québec parle même de phrases de passe. C'est quoi ça? C'est une astuce pour créer des mots de passe robustes mais plus faciles à mémoriser. On prend une phrase, par exemple « J'aime boire du thé vert le matin ». Ok. Et on la transforme. On garde des initiales, on remplace des lettres par des chiffres ou symboles. Ça pourrait donner quelque chose comme ja.bdtvlm1. C'est long, complexe, mais ça part d'une phrase qu'on peut retenir. Ah, c'est malin ça. Mais gérer des dizaines de mots de passe comme ça, uniques et complexes, franchement, c'est un casse-tête, non? Qui fait ça réellement? C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est là qu'interviennent les gestionnaires de mots de passe. Ils sont recommandés par plusieurs de nos sources, y compris les gouvernements. Comment ça fonctionne? Ce sont des logiciels ou des applis qui font plusieurs choses. Ils génèrent des mots de passe très forts et aléatoires pour vous, ils les stockent de manière sécurisée, chiffrée, et ils peuvent les remplir automatiquement quand vous vous connectez. Donc, on n'a plus besoin de les retenir tous. Exactement. Il suffit de retenir un seul mot de passe, le mot de passe maître, celui qui déverrouille le gestionnaire. Par contre, celui-là, il doit être blindé. Absolument. Exceptionnellement robuste, très long, et surtout ne jamais le réutiliser ailleurs. C'est la clé de tout votre coffre-fort numérique. Ok, donc, mot de passe unique, complexe, et un gestionnaire pour s'en sortir. C'est déjà une bonne base. Quoi d'autre pour renforcer la sécurité? L'authentification multifactorielle, AMF, ou double authentification, validation en 2 étapes. Ça porte plusieurs noms, c'est mentionné par quasiment tout le monde. Gov Canada, Québec, UQAM, cybermalveillance. Et ça consiste en quoi, simplement? C'est ajouter une deuxième preuve d'identité en plus du mot de passe. Après avoir entré votre mot de passe, le site vous demande quelque chose que vous seul possédez ou êtes. Comme? Comme un code envoyé par SMS sur votre téléphone, ou un code généré par une application spécifique, ou votre empreinte digitale, ou la reconnaissance faciale. Et ça change vraiment quelque chose? Ah oui, c'est une différence énorme. Imaginez que quelqu'un vole votre mot de passe via une fuite de données, par exemple. S'il essaye de se connecter, le site va lui demander ce deuxième facteur. Et comme il ne l'a pas, il est bloqué, même avec le bon mot de passe. C'est une des protections les plus efficaces aujourd'hui. Le conseil est simple, activez l'AMF partout où c'est proposé. Sur votre banque en ligne, vos emails, vos réseaux sociaux. Ne pas le faire, c'est un peu dommage. C'est laisser une porte de secours grande ouverte aux attaquants. Quels autres réflexes importants ressortent des sources? La vigilance face aux messages suspects. Le gouvernement du Canada insiste, avant de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe dans un courriel ou un SMS douteux, vérifiez. Un coup de fil rapide à l'expéditeur présumé peut désamorcer une tentative d'hameçonnage. Le petit doute qui sauve, quoi. Exactement. Le gouvernement du Québec ajoute aussi ne pas utiliser la fonction « se souvenir de moi » sur des ordinateurs publics ou partagés. Et désactiver le remplissage automatique pour les infos sensibles comme les numéros de carte bancaire. Et j'ai vu une astuce intéressante sur l'envoi de copies de papier d'identité. Oui, de cybermalveillance.gouv.fr. Si on veut envoyer une copie de sa carte d'identité ou de son passeport, par exemple, il recommande de la marquer, d'écrire dessus en travers pourquoi on l'envoie, à qui et la date. Pour éviter qu'elle soit réutilisée frauduleusement. C'est ça. Ça la rend inutilisable pour quelqu'un d'autre qui voudrait usurper votre identité avec. Il mentionne même un outil en ligne français, filigrane.beta.gouv.fr, qui aide à faire ça proprement. Et les sécurités, ce n'est pas que numérique, visiblement. Non, le physique compte aussi,
Bien ranger ces documents importants et surtout détruire idéalement avec une déchiqueteuse les vieux relevés bancaires, les documents avec des infos personnelles avant de les jeter. Ça, c'est cybermalveillance qu'il rappelle. Des gestes de bon sens, finalement. Oui. Et sur le web, le gouvernement du Québec rappelle aussi de toujours vérifier le petit cadenas et le HTTPS dans la barre d'adresse avant de taper un mot de passe ou un numéro de carte. Et bien sûr, ne jamais faire ça sur un Wi-Fi public non sécurisé. Bon, on met tout ça en place, on est super vigilant, mais le risque zéro n'existe pas, hein. L'affaire Desjardins, que la revue Gestion HEC Montréal a analysée, le montre bien. Qu'est-ce qu'on en retient? Plusieurs choses, oui. D'abord que même les très grandes organisations, avec a priori des moyens importants, ne sont pas à l'abri. Ça, c'est une piqûre de rappel. Hmm. Ensuite, et c'est peut-être le plus troublant dans ce cas précis, c'est que la menace peut venir de l'intérieur. Chez Desjardins, c'était un employé qui a volé et vendu les données de millions de clients et membres. Ah oui, c'était ça. L'article chiffre le coût direct à 108 millions de dollars pour Desjardins, mais il souligne surtout que ça a mis en lumière une certaine fragilité face à ce risque interne, peut-être sous-estimé avant. Et si une grosse fuite comme ça arrive, comment savoir si nos propres données font partie du lot? Alors là, il y a un outil qui est devenu une référence, mentionné par françoischaron.com, c'est le site haveibeenpwned.com. Have I been pwned? Est-ce que je me suis fait avoir, en gros? C'est un peu ça, oui. C'est créé par un expert en sécurité, Troy Hunt. On entre son adresse email ou même son numéro de téléphone maintenant, et le site vous dit si cette information a été trouvée dans des bases de données issues de fuites connues. Et il dit de quelle fuite il s'agit. Oui, il liste les sites ou services concernés et la date de la fuite. C'est très utile pour savoir où on en est. Et si on découvre qu'on est pwned, comme ils disent, qu'est-ce qu'on fait? La priorité absolue, immédiate, changer le mot de passe du compte qui a fuité. Tout de suite. D'accord. Et bien sûr, si par malheur on réutilisait ce mot de passe ailleurs, ce qu'il ne faut jamais faire, on l'a dit, il faut le changer partout où il était utilisé. C'est la première étape pour limiter les dégâts. Ok, ça c'est pour les comptes. Mais les données elles-mêmes, nom, adresse, date de naissance, elles sont dans la nature. On peut faire quelque chose contre ça? C'est plus compliqué, effectivement. Ces données peuvent être achetées et revendues par ce qu'on appelle des courtiers en données, des data brokers. Des entreprises dont c'est le métier de collecter et vendre nos infos. Exactement. Parfois, elles les obtiennent légalement via les conditions d'utilisation qu'on accepte sans lire sur plein de plateformes. FrançoisCharon.com parle d'un service comme Incogni qui appartient à Surfshark. Et qu'est-ce qui fait ce service? En gros, il agit comme votre avocat ou votre mandataire. Il contacte des centaines de ces courtiers en données pour leur demander d'effacer vos informations personnelles de leur base. Parce que le faire soi-même, c'est mission impossible. C'est extrêmement fastidieux, oui. Il faudrait contacter chaque courtier individuellement. Ces services automatisent le processus. C'est une piste pour essayer de reprendre un peu le contrôle. Et si ça va plus loin? Si quelqu'un utilise vraiment nos informations pour commettre des fraudes, ouvrir des comptes en notre nom, l'usurpation d'identité, quoi. Alors là, on est dans un scénario de crise. Il faut réagir vite et de manière organisée. cybermalveillance.gouv.fr et le cabinet Alpin Gauthier donnent des indications claires. La première étape, conserver toutes les preuves. Absolument tout. Les relevés bancaires suspects, les emails de confirmation pour des achats que vous n'avez pas faits, les lettres de relance pour des crédits inconnus. Tout garder. Ensuite, Signaler l'usurpation aux plateformes concernées, si un faux profil a été créé, par exemple. Mais l'étape cruciale, c'est de déposer plainte. à la police ou la gendarmerie? Oui, pour chaque fait constaté. Ce dépôt de plainte est indispensable. Il sera demandé par les banques, les organismes de crédit, pour faire refaire les papiers d'identité. Sans ça, on est très vite bloqué. D'accord, porter plainte, c'est essentiel. Et après? Prévenir sa banque immédiatement. Faire opposition sur les cartes si nécessaire. Contacter les organismes de crédit. Demander l'annulation et le renouvellement des pièces d'identité qui ont pu être compromises. Passeport, carte d'identité, permis. On a des recours. Oui. Alpin Gauthier rappelle que l'usurpation d'identité, c'est une infraction criminelle au Canada. C'est aussi une faute civile au Québec, protégée par le Code civil et la Charte des droits. Ça veut dire qu'on peut poursuivre pour obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Tout ça a quand même poussé les gouvernements à légiférer plus sérieusement, non? La revue Gestion HEC fait le lien entre Desjardins et la loi 25 au Québec. Tout à fait. La loi 25, qui modernise les lois sur la protection des renseignements personnels, elle impose des obligations beaucoup plus strictes aux entreprises qui collectent et traitent nos données.
qu'est-ce qu'elle change concrètement pour nous, les citoyens? Pour les entreprises, ça veut dire plus de responsabilités pour elles, nommer un responsable de la protection des données, avoir des politiques claires, évaluer les risques pour la vie privée des nouveaux projets, signaler obligatoirement les incidents de sécurité graves, et pour nous. Notre consentement doit être plus clair, plus spécifique. On obtient de nouveaux droits, comme le droit à la portabilité, pouvoir récupérer nos données dans un format utilisable, et le droit à la désindexation, c'est-à-dire demander qu'un moteur de recherche ne lie plus notre nom à certaines informations. Et si les entreprises ne respectent pas? Alors là, la loi 25 frappe fort. Elle introduit des sanctions financières très importantes, administratives et pénales, qui peuvent aller jusqu'à des millions de dollars ou un pourcentage significatif du chiffre d'affaires mondial. Le but, c'est vraiment de rendre la protection des données incontournable pour les entreprises. Malgré ces lois, la revue Gestion EHEC parle de cybernaïveté, surtout chez les PME, comme si elles se pensaient à l'abri. C'est un vrai problème, oui. Beaucoup pensent ça n'arrive qu'aux autres, ou on est trop petit pour intéresser les pirates. C'est une erreur. Et puis, la technologie évolue tellement vite, la protection d'aujourd'hui peut être obsolète demain. Et le télétravail généralisé, ça n'a pas aidé, j'imagine? Non, au contraire. L'article utilise une image forte, hein. Ça a pu transformer nos environnements de travail à distance en buffet à volonté pour les cybercriminels, si les connexions et les appareils personnels ne sont pas bien sécurisés. Ça a multiplié les points d'entrée potentiels. Alors, si on essaie de résumer tout ça, notre identité numérique, elle est clairement précieuse et menacée. Mais on n'est pas complètement démunis. Non, loin de là. Ce qui ressort de toutes ces sources, c'est vraiment l'idée d'une défense en couches successives, une approche globale, plusieurs niveaux de protection. Exactement. Il y a la couche technologique. Utiliser les bons outils comme les VPN sur les réseaux publics, un antivirus à jour, un gestionnaire de mots de passe, faire toutes les mises à jour. Ensuite, La couche comportementale. Être prudent avant de cliquer, bien régler ses paramètres de confidentialité, ne pas trop partager d'informations sensibles et surtout activer l'authentification multifactorielle partout. et la dernière couche, La connaissance. Comprendre le menace comme l'hameçonnage ou le harponnage, savoir où vérifier si on a été victime d'une fuite avec des outils comme Have I Been Pwned, savoir quoi faire si le pire arrive. et les lois, comme la loi 25, elles ajoutent une pression sur les entreprises pour qu'elles fassent leur part. Oui, elle crée un cadre de responsabilité. Mais au final, la protection la plus efficace, elle commence par nous, par nos actions individuelles éclairées par cette connaissance. C'est une responsabilité partagée en fait. Pour terminer, il y a une question qui me taraude un peu après avoir lu tout ça. Une source comme françoischaron.com rappelle que des plateformes comme Facebook, par exemple, vendent nos informations à ces fameux courtiers en données. Alors, même si on est hyper vigilant soi-même, qu'on applique toutes les bonnes pratiques, est-ce qu'on peut vraiment contrôler notre empreinte numérique quand nos données sont une marchandise qui s'échange légalement? C'est la question fondamentale, je crois. Elle touche au cœur de ce que signifie la vie privée aujourd'hui à l'ère numérique. Si nos informations personnelles, même celles qu'on partage en pensant être dans un cercle privé ou en échange d'un service gratuit, si ces infos alimentent toute une économie souterraine, ou même légale mais opaque, où est notre véritable contrôle? Hmm. Ça nous invite à réfléchir, au-delà des gestes de sécurité individuelle, au modèle économique même sur lequel repose une grande partie du web. Qu'est-ce qu'on accepte? Quelle transparence on exige? C'est une réflexion beaucoup plus large, mais essentielle pour naviguer consciemment dans ce monde connecté. Une réflexion à poursuivre, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.